Alors ils ont été les collaborateurs de C'est dans l'air, ils sont nos amis et ont travaillé pour vous informer. Thomas Dandois et Pierre Cresson sont toujours, eux, retenus au Niger où ils réalisaient un reportage sur la rébellion Touareg au nord du pays pour la chaîne franco-allemande Arte. Ces captures et arrestations de journalistes se multiplient. Pierre et Thomas risquent la peine de mort lors de leur procès pour atteinte à la sécurité de l'État. Point de la situation avec Agathe Lanté et Dominique Lemarchand. Le désert, au nord du pays. Une zone désormais interdite aux journalistes. Depuis le mois d'août, le gouvernement nigérien refuse tout accès à cette zone de conflit, devenue le bastion des rebelles Touaregs. Pour avoir passé cette frontière, les deux journalistes français, Thomas Dandois et Pierre Cresson, risquent la peine de mort pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation dramatique qui ne suscite pas la mobilisation politique attendue, comme en témoigne la réponse du président en conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit enfreindre la loi. Je ne veux pas compliquer certaines situations d'aujourd'hui, mais vous savez parfaitement à quoi je fais allusion. J'aimerais que certains soient prudents, parce que nous sommes obligés de prendre des risques pour aller chercher certains de vos confrères qui ont pris des risques qui n'avaient rien à voir avec l'idéal de leur métier, qui était simplement dû à certaines légèretés. Des propos difficilement acceptables pour Reporters sans frontières. D'après leurs informations, les deux journalistes français n'ont à aucun moment fait preuve de légèreté. Pour RSF, il est essentiel que les reporters continuent à témoigner, y compris dans les zones les plus périlleuses. Vous êtes en lien avec le Quai d'Orsay, par exemple? Ouais. Le Quai d'Orsay et l'Élysée, les deux là. Le consul leur rend visite tous les 3-4 jours pour leur amener des médicaments, il leur amenait des matelas propres au départ, des moustiquaires, des livres, de quoi passer le temps, des choses comme ça. Et puis après l'Élysée, Quai d'Orsay, plus pour la pression diplomatique. Mais bon, encore une fois, jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas, ils sont assez réservés. Jeudi prochain, exactement, date où les deux journalistes doivent être présentés devant le juge de Niamey. D'ici là, tous les acteurs du dossier seront prudents, car les deux reporters se retrouvent au cœur d'un bras de fer politique. Ils sont aussi victimes d'une situation interne déplorable. C'est vrai que le président Tandja est complètement crispé sur tout ce qui concerne la rébellion. Il faut savoir que donc Pierre Cresson et Thomas Dandois sont détenus, mais il y a aussi deux journalistes nigériens cette fois qui sont détenus au Niger pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour avoir en gros interviewé les rebelles du Nord. Donc il y a une vraie exaspération de la part du président Tandja qui hier encore à l'occasion de ses vœux a qualifié le comportement des journalistes d'intolérable. Donc ça veut dire qu'il est vraiment déterminé à ne pas laisser les journalistes locaux ou étrangers parler de la rébellion dans le Nord. Derrière ce nœud politique, des intérêts économiques. Le Niger, pays le plus pauvre du monde, est le 3e producteur mondial d'uranium et possède les plus grandes réserves. Des richesses qui se trouvent dans le nord du pays et dont le quasi-monopole revient à Areva. Mais la société française est accusée par le gouvernement nigérien de complicité avec les rebelles pour assurer sa sécurité. Quand on sait que 30% du combustible français provient de cette région, on comprend mieux la tension diplomatique entre les deux pays. Autant d'éléments qui compliquent le travail du comité de soutien des deux journalistes. Sa porte-parole appelle aujourd'hui à la prudence et réclame une justice équitable, sans pression. Areva a fait un certain nombre de démarches là-bas qui ont heurté le gouvernement nigérien. Donc il y a effectivement cette question-là. Voilà, il y a d'autres questions de diplomatie régionale qu'on n'évoquera pas ensemble là, parce que ça pourrait compromettre le processus de négociation qui est en cours. Mais c'est évident que Pierre Cresson et Thomas Dandois arrivent dans un contexte qui est tendu. Après un procès très médiatisé dans un pays voisin, le Tchad, après un incident diplomatique avec une entreprise française, Areva, et dans un contexte où le calendrier médiatique et diplomatique est sursaturé. Je m'appelle Florence Aubenas, je suis journaliste. Nos confrères, Thomas Dandois, Pierre Cresson et leur fixeur Alassane, ont été arrêtés alors qu'ils réalisaient un reportage au Niger le mois dernier. Depuis, ils sont détenus par la justice nigériane. Ne les oublions pas. Prisonniers et sans doute aussi otages d'une situation politique, diplomatique et économique complexe. Rassemblons-nous pour les soutenir, dimanche 13 janvier, à 17 h, sur le parvis du Trocadéro à Paris.
Une manifestation sans banderole ni message politique pour ne pas provoquer le gouvernement nigérien et surtout ne pas faire monter les enchères. Alors pour avoir travaillé avec eux, je confirme qu'on n'a pas affaire à des journalistes qui vont tourner n'importe quoi, n'importe comment. Ça fait toujours un peu bizarre d'entendre un président de la République donner des leçons de journalisme en expliquant qu'il y a des endroits où c'est trop dangereux, donc il ne faut pas y aller, alors que c'est quand même la mission première d'un journaliste d'aller dans des endroits difficiles. Bah justement, on ne peut pas aller qu'en Suisse pour faire des reportages, ça serait un peu compliqué. Et lorsqu'il y avait une guerre en Afghanistan... En Suisse française. Hein, voilà. Lorsqu'il y avait une guerre en Afghanistan, il y a des journalistes qui étaient enlevés par l'armée soviétique, qui étaient faits en otage parce que le pouvoir soviétique ne voulait pas qu'il y ait des reportages et on ne disait pas, ils ont pris des risques. Donc par définition, la mission du journaliste, c'est de rendre compte des situations compliquées et on voit bien qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qui essayent de faire peur, et qui prennent justement en otage dans tous les sens du terme, non seulement pour punir ceux qui sont venus informer et pour surtout dissuader d'autres de venir. Donc par rapport à ce type de chantage, il ne faut surtout pas céder, parce que sinon on donne ensuite sur la négociation, sur, et ce que vous disiez madame, c'est vrai qu'après chaque cas est particulier. Et sur la façon de faire connaître ou ne pas faire connaître, je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Il n'y a que des cas particuliers, selon les circonstances historiques, selon le pays et selon la personne en cause. Mais en tous les cas, accepter qu'un pouvoir mette des journalistes en prison parce qu'ils sont venus enquêter là où il ne fallait pas enquêter, c'est justement qu'ils faisaient leur métier. Comment ça se passe, je veux dire, en ce moment, entre le Niger, et on marche sur des œufs évidemment en parlant de tout ça, mais entre le Niger et la France, quelle est la nature des conversations ? Il y a une négociation sur les accords nucléaires qui est un peu délicate et qui doit venir donner une toile de fond assez importante et assez opaque à ce sujet. On exploite un uranium que les Chinois attendent et qu'ils aimeraient bien récupérer aussi. Et que le Niger nous accuse ou accuse Areva de ne pas payer assez cher, d'avoir des accords un peu inégaux et en disant on a d'autres clients. Donc il y a quand même un grand bras de fer. À propos d'un pays où quand même, le reportage le disait, moi je suis toujours étonné quand on voit que des pays regorgent de matières premières qui ne sont pas bon marché et sont les plus pauvres du monde. C'est que quand même quelque chose ne marche pas tout à fait dans le pays en question. Je ne suis pas astreint à des convenances diplomatiques pour le dire. Donc ensuite, bien sûr, la question c'est de savoir comment sauver ces deux journalistes et le fixeur, il ne faut pas bien sûr l'oublier, et aussi les journalistes nigériens qui eux souffrent. Enfin, le cas, le devoir des Français, c'est d'aider en premier leurs compatriotes au-delà des principes généraux, et effectivement ne jamais céder. Après, il y a des cas particuliers. Dans le cas de l'Irak, par exemple, lorsque Florence Obenas, que l'on a vu, a été libérée, on peut comprendre que l'État français recommande à vos confrères de ne pas aller tout de suite dans le même pays, vu l'état de danger, de péril, parce qu'effectivement... Ça, c'est légitime. Voilà. Je veux dire, on est dans... voilà, on sort d'une situation difficile, faites un peu gaffe en ce moment. Voilà, surtout qu'ensuite, effectivement, on l'avait vu, puisqu'on parle d'otages au Liban dans les années 80, la prise d'otages vient paralyser, ou vient en tous les cas jouer sur la liberté diplomatique du pays. Ça vient compliquer la tâche du diplomate. Mais là, quand même, on est dans un droit à l'information et on n'était pas dans le cas de la situation prévalant en Irak après la libération de Florence Obenas. Ce qui est troublant, en l'occurrence là, dans la situation qui nous concerne, c'est il y a des situations où des fronts de libération prennent des otages, etc. Là, c'est un État qui fait comparaître devant la justice avec une peine de mort potentielle à la clé des journalistes en train de faire leur travail. Il fut un temps où les fronts de libération en question faisaient des prises d'otages pour paraître populaires. On a oublié aujourd'hui lorsque Fidel Castro enlevait Manuel Fangio, le pilote automobile argentin, pour faire connaître sa cause, mais ça se passait de façon bon enfant. Il n'y avait aucun risque, aucun mauvais traitement. Et c'était une façon de faire parler de soi et de rendre sympathique et populaire une cause. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, souvent, on veut empêcher. Et les gouvernements et certains mouvements de guérilla dégénérés veulent empêcher que l'on vienne voir, que l'on vienne témoigner de ce qui se passe. Donc on ne cherche plus à populariser, on cherche à interdire l'expression sur des situations que l'on veut maintenir opaques. Quand ce sont des journalistes dans des situations de ce type, c'est compliqué. Ça peut être compliqué à partir du moment où, encore une fois, la médiatisation vient bouleverser ce type d'affaires. C'est clair que quand on met dans la balance la légitimité d'un pays, dès lors que l'on expose dans l'opinion publique la situation, il est compliqué pour le pays de faire machine arrière et de dire écoutez, on accepte de tout arrêter, on met notre légitimité dans notre poche et puis effectivement ils s'en vont. Je dirais qu'on a eu à gérer une affaire avec un journaliste qui n'avait pas commis d'infraction, mais c'est vrai qu'il avait commis une indélicatesse, je dirais. Il avait été interpellé par les forces locales d'un pays africain. On a pu négocier avec les forces de ce pays en disant voilà, écoutez, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de médiatiser cette affaire, vous savez, vous n'allez pas donner une bonne image. On anticipe la négociation avant même qu'il y ait une médiatisation. Je dirais que la force de frappe des journalistes et des réseaux de soutien qui peuvent se mettre en œuvre
peut avoir effectivement de l'impact, comme on l'a vu pour Florence Aubenas, mais peut aussi perturber. Et là, en tant que technicien de la négociation, on essaie de le repousser le plus tard possible parce que ça perturbe notre travail. Un mot, Pascal Boniface, et on passe aux questions SMS. Il faut voir aussi que le gouvernement du Niger joue un peu sur du velours, dans un sentiment un peu anti-occidental, où, notamment après l'affaire de l'Arche de Zoé, les gens disent mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'ils nous respectent un peu. Et donc là, il y a un argument qui joue en faveur du gouvernement du Niger, quelles que soient les mauvaises raisons qu'il a. Voilà, et avant de passer aux questions SMS, je vous rappelle que donc une manifestation de soutien avec les familles de Pierre et Thomas et autour de Reporters sans frontières a lieu donc dimanche à 17h sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro à Paris.